Warren Buffett vient d'envoyer un avertissement caché et Wall Street retient son souffle. Ça y est, Buffett est de retour et il vient de dévoiler ses derniers mouvements secrets dans le rapport trimestriel de Berkshire. Ces transactions nous donnent un aperçu brutal de ce qu'il pense vraiment du marché en cette fin d'année et elles confirment un avertissement qu'il avait déjà lancé sur l'avenir du dollar. Et la plupart des investisseurs l'ignorent encore. Mais toi, tu vas découvrir pourquoi ce silence pourrait te coûter très cher. Quand l'oracle retire ses pions, le marché se fige. Tu crois que les marchés montent parce que tout va bien. Mais quand Buffett, l'investisseur que Wall Street appelle l'oracle, commence à retirer ses pions, ce n'est plus une simple fluctuation. C'est un signal de panique silencieuse. Ces derniers mois, les chiffres sont devenus impossibles à ignorer. Buffett a réduit ses positions dans Apple de plus de 4 milliards de dollars, soit environ 6% de son investissement. Il a vendu plus d'1 milliard de dollars de Bank of America. Il s'est entièrement débarrassé de T-Mobile. Et il a coupé la moitié de sa participation dans Charter Communication. Chacune de ces décisions est comme un coup de tonnerre, mais ensemble, elles dessinent une tempête, parce que ce n'est pas la première fois. C'est la 11e fois consécutive que Buffett vend plus qu'il n'achète. Et à force de retrait, Berkshire Hathaway détient maintenant plus de 134 milliards de dollars en cash, le niveau le plus élevé de toute son histoire. Imagine cette scène. L'investisseur le plus respecté du monde, assis sur une montagne d'argent liquide, refusant d'entrer dans la fête que tout Wall Street célèbre encore. Les traders continuent de miser, les écrans s'illuminent de vert, mais lui empile des billets comme on construit un bunker. Chaque mouvement est froid, calculé, implacable. Et derrière son silence, il y a une logique simple. Quand les autres se grisent, Buffett se retire. Quand les autres croient encore au miracle, lui voit venir la chute. Alors pose-toi la question. Qu'a-t-il vu que toi tu refuses encore d'admettre? Car ces ventes ne sont pas des gestes isolés. Elles sont les premiers indices de deux peurs immenses qui obsèdent Buffett et qui pourraient en bien décider de ton avenir. Si vendre quelques actions n'était qu'une prise de bénéfices ordinaire, pourquoi Buffett, l'homme qui a toujours défendu la patience et l'investissement à long terme, se débarrasse-t-il d'Apple, de Bank of America ou encore de T-Mobile? Pourquoi, alors que tout Wall Street se gave encore d'optimisme, lui se retire en silence? Et surtout, que dit ce contraste sur la façon dont toi aussi tu gères ton argent? Tout commence par un réflexe simple, croire que tant que le marché monte, il n'y a pas de danger. Tu vois les indices en vert, tu entends les médias parler de croissance, et tu te rassures en pensant, si tout le monde reste, pourquoi pas moi? C'est exactement ce que Buffett refuse de faire. Lui regarde ce que les chiffres cachent, la dette accumulée, les valorisations gonflées, les illusions entretenues par un marché ivre de liquidités. Ces ventes sont comme des coups de frein que personne ne veut voir. Chaque milliard retiré n'est pas seulement un ordre de vente. C'est un message silencieux. Un langage que seuls ceux qui savent observer comprennent. Là où toi tu vois une correction passagère, lui voit un château de cartes prêt à s'écrouler. Et au lieu de s'enfermer dans l'illusion, il transforme ses positions en cash, en une réserve immense, prête à absorber la tempête. Regarde la logique. Plus le marché s'emballe, plus il se retire. Plus les autres célèbrent, plus il se méfie. Plus l'argent semble facile, plus il choisit la discipline. À force, Buffett n'est plus en train de jouer. Il construit une forteresse. Pendant que la foule parie sur les écrans lumineux, lui empile des milliards comme on empile des sacs de sable avant une inondation. Et ce contraste est brutal. D'un côté, l'euphorie aveugle, de l'autre, la prudence glaciale. Et toi, quand as-tu levé le pied pour la dernière fois, au lieu de suivre l'ivresse collective? Quand as-tu osé dire « Stop, je ne crois pas à cette fête » parce qu'à force de rester au bal, on finit par ne plus entendre l'orchestre s'arrêter, jusqu'à ce que les lumières s'éteignent. Alors, demande-toi, pourquoi Buffett agit-il ainsi? Qu'a-t-il perçu de si inquiétant pour que, malgré ses décennies d'expérience, il choisisse l'attente plutôt que l'avidité? Dans la suite, tu vas découvrir ce qui se cache derrière cette stratégie. Deux menaces immenses, invisibles pour la plupart, mais qui pourraient déjà ronger la valeur de ton argent. Le vrai signal derrière les ventes de Buffett, ce n'est pas seulement une prise de bénéfice, c'est un diagnostic brutal. Il ne trouve plus assez de valeur réelle dans un marché devenu artificiel. Ce qu'il dit sans un mot, c'est que les prix ne reflètent plus la solidité des entreprises, mais l'ivresse de la foule. Là où d'autres voient une opportunité, lui voit une bulle, qui enfle, et il préfère sortir avant l'explosion. Regarde la scène. Apple, l'action chérie de Berkshire, amputée de plusieurs milliards de dollars. Bank of America, l'un des piliers historiques, allégé d'1 milliard.
T-Mobile, liquidé. Charter Communication, coupé de moitié. À chaque fois, ce n'est pas une simple ligne de plus dans un tableau Excel. C'est une conviction qui vacille. Buffett ne vend pas parce qu'il panique, mais parce qu'il refuse de se bercer d'illusions. Pendant que Wall Street se persuade que la fête continue, Buffett accumule plus de 134 milliards de dollars en cash. Pas pour se protéger, mais pour se tenir prêt. Comme un joueur qui quitte la table, non pas parce qu'il a perdu, mais parce qu'il sait que les dés sont pipés. Chaque vente est une façon de dire « je ne joue pas à ce jeu-là ». Et c'est là que la fracture devient visible. Plus il vend, plus le marché tremble. Plus il encaisse, plus les spéculateurs s'agitent. Plus ces milliards s'empilent, plus la panique silencieuse s'installe. Imagine, 11 trimestres consécutifs à vendre plus qu'ils n'achètent, 11 signaux ignorés, 11 alertes que la plupart balayent d'un revers de main. Chacun de ces gestes est une gifle à l'euphorie ambiante, une preuve qu'il refuse de croire aux contes de fées. Regarde bien la logique. Toi, tu vois des écrans verts, lui voit une mer rouge. Toi, tu entends les promesses de croissance infinie, lui entend le fracas d'un château de cartes qui tremble. Toi, tu espères encore des gains faciles, lui se prépare déjà à acheter les ruines. Alors demande-toi, pourquoi Buffett construit-il ce trésor de guerre colossal? Qu'attend-il, tapi derrière sa montagne de cash? Dans la suite, tu vas découvrir comment cette stratégie, implacable et froide, n'est pas seulement une protection, mais une arme. Et cette arme, il l'utilisera le jour où tout s'écroulera, pour transformer la peur des autres en sa plus grande victoire. Si Buffett vend, ce n'est pas pour fuir, c'est pour se préparer. Son arme n'est pas la panique, mais la patience. Là où d'autres s'accrochent à leur titre, par peur de perdre, lui transforme ses positions en liquidité pour une seule raison. Attendre le moment où le marché s'effondrera. Et frapper quand tout le monde aura déjà baissé les bras. Imagine la scène, des traders surexcités, leurs écrans saturés de verre, convaincus que la fête ne s'arrêtera jamais. Et au milieu de cette euphorie, un vieil homme, assis, imperturbable. Il vend Apple, Bank of America, Charter. Et ajoute chaque milliard à sa pile de cash. Pas un geste de plus, pas un mot. Juste une réserve grandissante, comme une digue qui monte face à une mer agitée. Ce que tu vois, c'est une montagne de plus de 134 milliards de dollars. Ce que lui voit, c'est un filet de sécurité immense, une force de frappe prête à être libérée quand l'opportunité se présentera. Pendant que les autres dansent dans le casino, Buffett reste à la porte, les yeux fixés sur l'instant où les lumières s'éteindront. Parce que c'est là que tout bascule. Quand les marchés chutent, les spéculateurs crient, les fonds s'écroulent, les particuliers vendent dans la panique. Mais Buffett, lui, ne tremble pas. Il achète. Il ramasse les entreprises solides que la peur a bradées. Et c'est dans ces instants que sa légende s'écrit. Quand la foule perd, lui gagne. Quand tout le monde fuit, lui avance. Quand le chaos détruit, lui bâtit. Et toi, pose-toi la question. Es-tu prêt à attendre, à résister, à rester liquide quand tout le monde s'enivre de gains faciles? Ou es-tu encore du côté de ceux qui confondent euphorie avec sécurité? Parce que si Buffett agit ainsi, ce n'est pas un réflexe de vieux sage fatigué. C'est la conséquence de deux peurs immenses qui hantent son esprit et qui devraient aussi hanter le tien. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir quelles sont ces deux menaces que presque personne n'ose affronter. Et pourquoi elles pourraient bien décider du destin de ton argent. Et si l'argent qui circule n'était plus qu'une illusion prête à s'effondrer? Tu crois que l'économie repose sur la confiance. Mais ce que Buffett voit, c'est une économie droguée à la dette. Et un dollar qui perd chaque jour un peu plus de son souffle. Regarde autour de toi. Des marchés boursiers qui battent record après record. Des géants de la technologie dont les valorisations explosent. Des investisseurs qui s'endettent pour miser encore plus, comme des joueurs qui doublent leur mise à chaque main. Depuis 30 ans, la masse d'actions achetées avec de l'argent emprunté dépasse la croissance réelle du marché. Autrement dit, ce n'est plus la valeur qui soutient la hausse, mais le crédit. Et ce crédit, c'est comme une perfusion permanente. Il maintient artificiellement en vie un organisme qui devrait déjà ralentir. Derrière les écrans lumineux de Wall Street, Buffett aperçoit autre chose. Une salle de casino, où l'euphorie tient lieu de stratégie, où les spéculateurs dansent sur une musique qui s'arrêtera un jour brutalement. Mais il y a pire que cette frénésie. Car si les marchés s'emballent, c'est aussi parce que l'État américain alimente la machine. Chaque année, la dette publique grimpe, dépassant déjà le produit intérieur brut du pays. Quand un État emprunte plus qu'il ne produit, il finit toujours par trahir sa propre monnaie. Buffett l'a dit sans détour. Le cours naturel d'un gouvernement est de rendre sa monnaie sans valeur. Alors imagine, le dollar, cette devise considérée comme la plus sûre du monde,
pourrait se transformer en illusion. Et toi, ton épargne, ton salaire, tes économies, tout ce que tu crois protéger est directement lié à cette illusion. Alors, pose-toi la question. Que devient ton argent si le socle même sur lequel il repose, le dollar, se fissure? Dans la suite, tu vas découvrir pourquoi Buffett redoute moins les cracks visibles que cette érosion invisible, ce poison lent que la plupart refusent encore de voir. Si la croissance des marchés était vraiment solide, pourquoi aurait-elle besoin d'être nourrie en permanence par l'endettement? Et si le dollar était aussi inébranlable qu'on le répète, pourquoi faudrait-il imprimer toujours plus de billets pour maintenir l'illusion de sa force? Alors demande-toi, et si ce que tu crois être un socle n'était en réalité qu'un mirage? Tout commence par une habitude invisible. Emprunter n'est plus perçu comme un risque, mais comme une norme. Les entreprises s'endettent pour acheter leurs propres actions, les ménages s'endettent pour consommer, et même l'État s'endette pour financer ses promesses. Résultat, la dette n'est plus l'exception. Elle est devenue le carburant principal du système. Et ce mécanisme agit comme une drogue. Plus on y goûte, plus on en réclame. Plus on en consomme, plus le manque est insupportable. Les marchés ne montent plus parce qu'ils créent de la valeur réelle, mais parce qu'ils sont perfusés par cette substance. Et le danger, c'est que chacun finit par oublier la fragilité de ce pacte. Tu te réveilles un matin, et tu découvres que tout ce que tu possèdes n'a de valeur que parce que quelqu'un, quelque part, a emprunté encore plus pour l'entretenir. Mais il y a une vérité plus sombre encore. Quand un gouvernement accumule des dettes colossales, il ne peut plus les rembourser. Alors il imprime, encore, et chaque billet qui sort affaiblit un peu plus la monnaie que tu détiens. Comme une fuite invisible qui vide lentement ton compte, sans que tu puisses l'arrêter. Regarde la boucle. Plus la dette gonfle, plus les marchés s'exaltent. Plus les marchés s'exaltent, plus l'État emprunte. Plus il emprunte, plus il imprime. Plus il imprime, moins ton argent vaut. Et toi, au milieu de cette mécanique implacable, tu crois encore détenir un salaire, une épargne, une sécurité. En réalité, tu tiens dans tes mains une glace qui fond, lentement mais sûrement, goutte après goutte. C'est ça que Buffett redoute. Non pas seulement le krach visible, mais cette érosion silencieuse qui ronge de l'intérieur. Une économie qui ressemble à une cathédrale majestueuse, mais dont les fondations sont minées par un casino où les joueurs parient avec de l'argent qu'ils n'ont pas. Alors, demande-toi, si la dette est devenue le moteur et si le dollar n'est plus qu'un masque, qu'est-ce qui reste de réel? Dans la suite, tu vas voir comment Buffett répond à cette peur, non par des discours, mais par des choix précis. Des achats qui dessinent déjà son plan secret pour traverser l'orage. Le vrai danger n'est pas seulement que les marchés soient chers. Le vrai danger, c'est que tout repose sur une dette qu'aucun acteur ne maîtrise plus. Entreprises, ménages, gouvernements, tous vivent à crédit. Et cette spirale ne crée pas de la richesse. Elle fabrique une illusion. Chaque hausse, chaque record, chaque nouvelle promesse n'est qu'un reflet. Une valeur gonflée par un argent qui n'existe pas encore. Regarde autour de toi. Une maison achetée grâce à un prêt que tu paieras pendant 30 ans. Une entreprise valorisée sur des anticipations de profit qu'elle n'a pas encore réalisées. Un État qui dépense des milliards qu'il n'a pas encaissés. Ce n'est pas seulement un cycle, c'est devenu le fonctionnement normal. Et comme tous acceptent cette règle, plus personne ne se demande si le jeu peut s'effondrer. Le crédit, c'est comme une table de casino où chaque joueur mise avec de l'argent emprunté. Le tapis s'allonge, les mises s'empilent, les sommes paraissent astronomiques. Mais tout cela repose sur une promesse. Que la prochaine manche permettra de rembourser la précédente. Et si un seul joueur tombe, c'est toute la table qui vacille. Et c'est là que le rôle du dollar devient central. Car quand l'État américain ne peut plus suivre, il imprime. Chaque billet supplémentaire n'est pas une création de valeur. C'est une dilution de celle que tu détiens déjà. Tes euros, tes économies, tes salaires perdent de leur force non parce que tu dépenses trop, mais parce qu'un système entier a choisi la facilité de l'impression monétaire plutôt que l'effort du remboursement. Et c'est ici que la spirale devient terrifiante. Plus les dettes montent, plus les marchés exultent. Plus les marchés exultent, plus l'État emprunte. Plus il emprunte, plus il imprime. Et plus il imprime, moins ton argent vaut. Tu crois voir une prospérité éclatante, mais tu regardes en réalité un feu de paille. Tu crois tenir une sécurité dans tes économies, mais tu tiens une glace qui fond dans tes mains. Tu crois que ton compte est stable, mais chaque seconde, sa valeur réelle s'effrite, invisible. Chaque record boursier devient alors un avertissement. Chaque injection monétaire, une fracture supplémentaire. Chaque plan de relance, une dette reportée sur ton avenir.
et le piège est implacable. Plus le système semble briller, plus il s'affaiblit de l'intérieur. Alors, demande-toi, si tout repose sur une dette incontrôlable et une monnaie qui s'érode, comment un investisseur peut-il encore se protéger? Dans la suite, tu vas découvrir comment Buffett répond à ce piège, non pas avec des mots, mais avec une stratégie d'achat implacable qui transforme sa peur en avantage. Face à ce système drogué à la dette et miné par l'impression monétaire, Buffett ne se contente pas d'observer. Il agit. Sa réponse n'est ni la panique ni la fuite, c'est la discipline. Il choisit de réduire son exposition, d'accumuler du cash et d'attendre le moment où le masque tombera. C'est sa façon de transformer la peur en stratégie. Imagine un joueur de poker qui se lève au milieu de la partie, alors que les autres s'exaltent. Tous le regardent avec étonnement. Comment peut-il quitter la table alors que les gains semblent à portée de main? Mais lui sait. Il a vu le dealer changer les règles, il a senti que les cartes étaient truquées. Alors il se retire. Non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il refuse d'être complice d'un jeu perdu d'avance. Buffett agit de la même manière. Pendant que les investisseurs s'endettent pour acheter toujours plus, il vend. Pendant que les spéculateurs se rassurent avec des taux bas et des promesses de croissance, il encaisse. Pendant que les gouvernements empilent des dettes colossales, il choisit le seul actif qui ne ment pas, la liquidité. Ces 134 milliards de dollars ne sont pas un trésor inutile. Ce sont des munitions, prêtes à être utilisées quand le chaos éclatera. Et c'est là que son choix devient glaçant, car attendre, ce n'est pas de l'inaction, c'est une guerre psychologique. Quand la foule se gave, tu dois rester sobre. Quand tout le monde s'enrichit en apparence, tu dois accepter d'avoir l'air en retard. Quand tes pairs célèbrent des profits rapides, tu dois supporter le doute, l'isolement, la tentation de céder. Résister à l'euphorie est plus dur que résister à la peur. Mais c'est justement dans cette discipline que naît la force. Regarde Buffett. Son calme n'est pas un trait de caractère. C'est une arme forgée par des décennies d'attente et de patience. Une arme que la majorité refuse d'utiliser, car elle exige le sacrifice le plus difficile, dire non à l'immédiat. Alors, demande-toi, s'il lui accepte d'attendre, de résister, de paraître fou au milieu d'un marché euphorique, qu'a-t-il vu que les autres refusent de regarder? Dans la prochaine partie, tu vas découvrir le cœur de son plan secret, les achats précis qu'il réalise, et comment il révèle sa vision glaciale de l'avenir. Derrière ces gestes silencieux, un plan invisible prend forme. Tu crois que Buffett se contente d'attendre, assis sur sa montagne de cash, mais ce que tu ignores, c'est qu'en silence, il a déjà placé ses pièces sur l'échiquier, et que chacune d'elles révèle le futur qu'il voit venir. Pendant que les projecteurs étaient guidés braqués sur ses ventes, Buffett avançait dans l'ombre. Allegion, un fabricant de systèmes de sécurité. Dr. Horton, un constructeur de maisons. Lamar Advertising, qui couvre les villes de panneaux géants. Nucor, un producteur d'acier. Chevron, un géant du pétrole. United Health, un mastodonte de la santé. À première vue, ces choix paraissent éparpillés, presque incohérents. Mais regarde plus attentivement, ce sont tous des business ancrés dans le concret, qui génèrent du cash même quand tout vacille. Des entreprises avec des actifs tangibles, des flux solides, des bilans qui respirent la discipline. En un mot, du réel. Et c'est là que réside le paradoxe. Alors que la foule court après l'intelligence artificielle et les promesses de croissance infinie, Buffett se tourne vers l'acier, les maisons, la santé, l'énergie. Comme s'il préparait son portefeuille, non pas pour briller demain, mais pour résister quand le dollar lui-même se fragilisera. Chaque nouvel achat est un fragment de son plan caché. Un plan qui ne parie pas sur l'euphorie, mais sur la survie. Alors pose-toi la question. Pourquoi un homme qui a accès à toutes les opportunités du monde choisit-il des entreprises aussi terre à terre? Que craint-il pour préférer des murs, du pétrole et des machines à des promesses technologiques? Dans la suite, tu vas comprendre le cœur de cette logique. Et pourquoi elle pourrait bien être la seule façon de traverser l'avenir sans tout perdre. Et si le vrai message de Buffett n'était pas dans ce qu'il a acheté ou vendu, mais dans ce qu'il n'ose plus faire? Et si, derrière chaque silence, derrière chaque mouvement calculé, il y avait un aveu plus sombre, celui que même l'oracle d'Omaha n'a plus confiance dans le futur du dollar? Car Buffett ne joue jamais pour le court terme. Il ne parie pas sur un trimestre, il parie sur des décennies. Alors quand il allège des positions qu'il tenait depuis des années, quand il choisit de garder des montagnes de cash plutôt que de racheter des actions, ce n'est pas de l'hésitation. C'est un signal. Et toi, tu continues de croire que l'argent dort à la banque,
que tes euros sont à l'abri tant qu'ils restent sur ton compte. Mais lui, il sait que la valeur fond, que le billet vert lui-même n'est plus ce socle qu'il semblait être. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, c'est une psychologie. Les plus grands investisseurs ne disent pas « j'ai peur ». Ils déplacent des milliards, comme toi tu changes de pièce dans ton portefeuille. Et chaque déplacement raconte une histoire, celle d'un empire qui ne croit plus à ses propres fondations. Regarde bien le paradoxe. L'homme, qui toute sa vie a dit « achetez l'Amérique », commence à se protéger de l'Amérique. L'homme qui vantait la force du dollar choisit aujourd'hui la prudence face au dollar. C'est comme si le capitaine du navire construisait discrètement son canot de sauvetage, pendant que l'orchestre continue de jouer sur le pont. Et toi, que fais-tu? Tu danses encore, sans voir que le plancher sous tes pieds grince déjà. Alors la vraie question n'est plus « qu'a fait Buffett ?» mais « qu'est-ce que ce geste révèle du système entier ?» Dans la prochaine partie, tu vas voir ce que cache ce mouvement. Un pari invisible, inscrit dans chaque transaction, qui dit beaucoup plus sur l'avenir de ton argent que sur le portefeuille de Buffett. Le pari de Buffett n'est pas une simple transaction boursière. Ce n'est pas seulement l'achat ou la vente d'actions. Le vrai pari, c'est une lecture du futur que Wall Street refuse d'affronter. Ce qu'il révèle dans ces mouvements n'est pas une stratégie cachée derrière des chiffres, mais une conviction profonde. L'économie mondiale repose sur un équilibre plus fragile que jamais, et ceux qui n'y prêtent pas attention risquent de payer le prix le plus élevé. Regarde de près. Quand Buffett allège sa position sur une entreprise, ce n'est pas un caprice, c'est un signal. C'est comme voir un capitaine lever discrètement l'ancre alors que la fête bat encore son plein sur le pont. Pendant que les analystes répètent que tout va bien, lui sait que la mer change. Chaque vente est une manière de réduire son exposition. Chaque achat, un rappel que la valeur réelle ne se trouve pas dans les promesses éblouissantes, mais dans les fondations solides. Ces paris sont rarement bruyants. Ils se glissent dans un rapport sec, une ligne dans un formulaire, un chiffre qui passerait inaperçu. Mais pour celui qui sait lire, chaque ajustement est une carte posée sur la table. Un pari contre l'ivresse collective, un pari pour la survie dans la tempête. Et derrière cette stratégie, il y a une alerte plus grande. Si même Buffett se prépare, c'est que le jeu a déjà changé. Chaque mouvement devient un avertissement répété. Une réduction ici, un allègement là, une réserve de cash qui grossit encore. Chacun de ces gestes, pris isolément, semble anodin. Mais ensemble, ils dessinent une logique implacable. Pendant que d'autres misent de tout sur la montée infinie, Buffett garde ses munitions. Pendant que les traders jouent à parier chaque jour comme dans un casino, lui mise sur le temps, sur la patience, sur la certitude qu'un effondrement viendra balayer les plus confiants. Et plus tu observes, plus tu comprends. Ces choix ne sont pas neutres. Ils sont une prophétie silencieuse. Et si tu crois encore que ce n'est qu'une série de chiffres froids, attends de voir comment ce pari invisible s'invite déjà dans ta vie. Car dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment ce que Buffett anticipe sur les marchés est déjà en train d'écrire la façon dont toi, tu dépenseras, économiseras ou perdras ton argent demain. Ce que tu peux faire, dès maintenant, pour transformer le pari silencieux de Buffett en plan personnel, tient en 3 mouvements simples et impitoyables. D'abord, tu cesses de jouer au casino. Tu écris des règles avant d'affronter le marché et tu jures de ne plus les trahir. Ensuite, tu achètes du temps, une réserve de sécurité séparée, intouchable, entre 6 et 12 mois de dépenses réelles, pour que la panique des autres ne devienne jamais la tienne. Enfin, tu déplaces ton regard vers la cathédrale et tu tournes le dos au vacarme des salles de marché. Des actifs lourds, concrets, qui crachent du cash, des entreprises à flux stable, des actifs réels, des obligations solides, des revenus que tu comprends et que tu peux expliquer à voix haute sans bégayer. Tu réduis l'endettement à l'os, 0 crédit de confort, aucun levier boursier, aucune promesse rapide. Tu te règles sur 2 boussoles, une marge de sécurité et une patience active. Imagine un dimanche en fin d'après-midi. La maison se tait, tu ouvres un cahier noir. À gauche, tu écris « casino ». À droite, « cathédrale ». Sous « casino », tu déverses ce qui t'agite. Titres à la mode, rumeurs, achats par peur de manquer. Coup de tête dicté par une vidéo, une hype, un tweet. Tu respires. Tu traces un trait. Tu refermes cette porte. Sous « cathédrale », tu notes ce qui tient debout quand le vent se lève. Un fonds ou quelques entreprises qui génèrent du cash année après année. Des actifs réels qui gardent une valeur quand la monnaie tousse. Des obligations de qualité qui paient pendant que tu dors. Ton propre savoir-faire qui peut être monétisé sans demander la permission à personne. Tu crées 3 poches distinctes. Poche 1. Trésor de guerre.
Un compte séparé, alimenté automatiquement au début de chaque mois, pas à la fin, parce que la liberté se paie en premier. Poche 2, revenus fiables. Des actifs compréhensibles qui versent régulièrement. Poche 3, opportunité. Une petite place réservée aux décotes évidentes, achetée par palier, seulement quand le prix passe en dessous de ta valeur estimée. Tu fixes des déclencheurs écrits. Si un actif que je comprends tombe de 10% sans changer de qualité, j'ajoute un palier. Si l'euphorie fait grimper tout le monde de 20% sans nouvelles solides, je ne cours pas, je laisse passer. Tu rationalises tes flux, salaires et entrées sur le compte courant, virement automatique vers le trésor de guerre, puis seulement le reste, pour la vie courante. Tu simplifies. Abonnements inutiles, terminé. Effet de levier, coupé. Tu remets le temps de ton côté. Tu acceptes l'ennui comme une compétence. Tu vois l'écran clignoter, et tu choisis de ne rien faire quand rien n'est à faire. La vraie épreuve commence quand la foule recommence à hurler. Un titre s'envole, tout le monde en parle. Tu sens l'adrénaline monter, tes mains veulent cliquer. Tu t'arrêtes, tu relis tes règles. Tu entends la métaphore revenir, lourde et claire. La cathédrale et le casino. La cathédrale est lente, silencieuse, patiente. Le casino te flatte, te provoque, te promet. Tu serres les dents. Les bougies vertes t'insultent, presque. Elles te chuchotent que tu vas rater le train. Tu refuses. À l'inverse, un matin, l'écran saigne, rouge partout. Le marché vend tout, la peur étouffe. Tu ouvres ta liste à acheter uniquement si... Tu observes, tu vérifies la qualité, tu avances d'un pas, seulement d'un pas, parce que c'est maintenant que se construisent les retours de demain. Et chaque fois que tu respectes ton plan, tu sens quelque chose changer au fond de toi. Moins de bruit, plus de densité. Moins de gestes, plus d'effets. Tu comprends enfin que la compétence la plus rare n'est pas de prédire, mais de supporter. Supporter l'ennui, supporter le ridicule d'être à contre-courant, supporter le désir de plaire au marché. Tu ne cherches plus la permission, tu deviens ton propre métronome. Et pourtant, tu le sais, même avec un plan clair, c'est à l'intérieur que la bataille se perd. Ce qui te fait dérailler n'est pas un graphique, c'est une voix. La voix du plus tard, la voix du juste cette fois, la voix qui maquille la peur en prudence. Si tu ne l'arraches pas à la racine, elle transformera ton plan en décor et ta liberté en mirage. Dans la vidéo qui s'affiche maintenant, tu vas voir pourquoi la grande majorité échoue à devenir riche, et comment éviter de rejoindre ce cortège. C'est le chaînon manquant, le mécanisme psychologique que j'ai étudié pendant des milliers d'heures chez ceux qui réussissent vraiment. Clique. Ne remets pas à demain, parce qu'à force de dire « plus tard », on finit par vendre sa vie au rabais. Ce contenu ne constitue pas un conseil en investissement. Je ne suis pas agréé par l'AMF, et seuls les professionnels habilités peuvent t'orienter selon ta situation. Fais toujours tes propres recherches avant d'investir.